Bonjour à tous. Alors, après les premiers éléments de présentation de Candide, à travers notamment le personnage de Voltaire et ses combats, je vais vous donner quelques éléments pour vraiment vous permettre de saisir de façon plus globale les enjeux de la pièce du conte, et aussi ça vous servira à compléter le travail de cours que je vous avais donné avec le plan détaillé. Si vous avez quelques difficultés, on va aborder quelques points clés de ce travail. Donc, on va déjà s'intéresser à la philosophie des Lumières. Déjà, pourquoi on les appelle les Lumières? Ça, c'est directement dans votre cours. Pourquoi cette métaphore, cette image des Lumières? La lumière, son principe, c'est d'éclairer. Et en fait, on va associer la lumière à la connaissance, puisque la connaissance va éclairer le chemin de l'homme. Et par opposition, l'ignorance, ce sera l'obscurantisme. Être dans les ténèbres de l'obscurantisme, c'est justement s'exposer à tous les dangers, au danger de chuter, et puis c'est ne rien voir. Donc la connaissance est associée à la lumière. Donc les philosophes des Lumières, leur ambition, c'est d'éclairer les hommes. Et par quoi ils vont éclairer les hommes? Ce ne sera pas avec une lampe torche, leur façon d'éclairer les hommes, mais ce sera la connaissance. Regardez une allusion toute directe, c'est la statue de la liberté, par exemple, qui est là pour éclairer par son flambeau les ténèbres, servir de repère pour l'humanité. Et regardez ce qu'elle porte à son côté. Elle porte des ouvrages, alors que ce soit de loi, etc. Bref, elle porte le savoir avec elle. Donc les Lumières, c'est le mouvement intellectuel qui est dominant au XVIIIe siècle. On date le XVIIIe siècle, hein, les Lumières, de 1715, c'est la mort de Louis XIV, à 1789, c'est la Révolution française. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est un mouvement vraiment clé, parce qu'on passe d'une monarchie absolue de droit divin extrêmement forte à la Révolution, un régime totalement inédit depuis des millénaires dans l'Europe, en Europe, en France notamment. Donc en 80 ans, même pas en 70 ans, qu'est-ce qui se passe pour avoir ce revirement, ce changement total dans le paysage politique, dans le paysage des idées? Ça va être quelque chose de particulièrement intéressant à considérer. Cette philosophie lutte pour construire une civilisation dans laquelle l'homme puisse trouver le bonheur. Voilà, l'objectif c'est de, grâce à la connaissance, grâce au progrès, atteindre le bonheur et la liberté en s'épanouissant dans toutes ses virtualités. Donc on va permettre à l'homme, quand on sait, ben, on peut s'épanouir dans tous nos possibles. C'est-à-dire que ben, moi je veux faire ça, je veux faire autre chose. Eh bien ça va nous permettre d'explorer et de développer toutes nos virtualités, tous les possibles qui seraient les nôtres, grâce à la connaissance. Bien entendu, pour cela, il faut mettre en avant certaines valeurs. Les valeurs qui sont mises en avant, c'est surtout l'autorité de la raison et de l'expérience. Alors, soyons bien clairs sur un élément. Les philosophes des Lumières ne sont pas des révolutionnaires. Certains d'entre eux, mais très peu, ont des idées, se veulent vraiment révolutionnaires. La plupart, non. Par contre, leurs idées, par leur aspect novateur, par leur dimension contestataire. N'oubliez pas que ce sont tous des libertins, c'est-à-dire des libres penseurs. Ils pensent par eux-mêmes, euh, par leurs idées. Ils vont nourrir la future révolution et ils vont créer les germes, les prémices de ce mouvement qui est sans précédent à l'époque. Donc, comme ce sont des libertins, des matérialistes, ils vont refuser les dogmes. Les dogmes, c'est les idées qu'on ne peut pas prouver, qu'on considère comme vraies, mais qu'on ne peut pas prouver. Par exemple, en religion, un dogme, ce serait l'idée que Dieu est un et trois à la fois, la Sainte Trinité, par exemple. Ou alors l'Immaculée Conception, l'idée que la Vierge Marie a enfanté sans avoir été fécondée, sans avoir eu de relation sexuelle. C'est un dogme, c'est quelque chose qu'on considère comme vrai, enfin, que les croyants vont considérer comme vrai, mais qu'on ne peut pas vérifier. Eh bien, les Lumières vont reprendre tous ces dogmes et les passer au crible de la raison et de l'expérience. Si par le crible de la raison, à travers l'étude de la raison et de l'expérience,
On peut les prouver, très bien, on les accepte. Si on ne peut pas les prouver, on les rejette. Pensez par exemple la démarche de Montesquieu dans De l'esprit des lois. On a vu un court extrait avec Léa. Léa, on l'a vu dans le. En même temps, je m'adresse moi, donc je vous parle. On l'a vu dans De l'esclavage des nègres. On reprend les différentes lois et on voit si elles sont valables ou pas, les différents principes. Là, l'esclavage, on montre que c'est un principe qui n'est pas valable du tout. Et donc, on remet en cause cette loi de l'époque qui est le code noir. Parce qu'on montre il ne résiste pas à la raison, par exemple. Donc, le but, c'est de mettre en avant la raison et l'expérience, et bien entendu, comme ce sont les Lumières, de s'opposer à l'obscurantisme et au fanatisme des religions, mais aussi au despotisme et à l'arbitraire des monarchies absolues. Despotisme, c'est-à-dire que c'est un homme qui concentre tous les pouvoirs, et à l'arbitraire, c'est qu'il va décider comme on lui semble. C'est pour ça que Voltaire s'intéressera tant au régime, ça c'est aussi dans votre cours, ce que je demande dans votre cours, au régime anglais, au régime hollandais qui est vraiment un régime de liberté, et puis anglais parce que c'est une monarchie parlementaire, donc le roi ne décide pas seul. Bien entendu à tous les dogmatismes et à l'idéalisme des systèmes a priori, donc des systèmes qui se fondent sur des hypothèses qui ne sont pas prouvées. Et ce sera justement pour ça, entre autres, que Voltaire va tirer à boulet rouge tout le long de Candide sur l'optimisme, la philosophie optimiste développée par Leibniz. Donc il faut bien retenir la métaphore des Lumières, vraiment la lumière qui dissipe les ténèbres, la lumière qui éclaire le chemin, donc la connaissance qui va permettre à l'homme d'avancer sur le chemin du bonheur et de la liberté, de s'épanouir, et les combats contre les excès, les fanatismes, l'obscurantisme, grâce à la raison et à l'expérience. D'ailleurs, en parlant des Lumières, Condorcet, qui est un mathématicien du XVIIIe siècle, qui lui-même fera partie des Lumières, a ces mots qui sont intéressants. Ils avaient pour cri de guerre, donc l'idée qu'ils ils se battent, mais ils se battent avec leurs idées, jamais ils se battront physiquement en essayant de tuer quelqu'un. Pour cri de guerre, raison, tolérance, humanité. Donc on voit bien que ce cri de guerre est tout sauf un cri de guerre barbare. C'est au contraire mettre en avant la raison, un idéal de tolérance et d'aller dans le but des valeurs humaines dans le salut de l'humanité, pour le salut de l'humanité. Voilà, cette citation elle est assez intéressante à retenir. Alors, l'optimisme. L'optimisme, c'est une philosophie qui a été développée par un philosophe allemand qui s'appelle Leibniz. L'optimisme, c'est un néologisme, c'est-à-dire que c'est un mot que crée Leibniz. C'est un mot qui n'existe pas, et il le crée dans son ouvrage en 1717, son ouvrage qui s'appelle Les Essais de Théodicée. Alors tiens, c'est intéressant parce que, comme par hasard, si on lit bien le titre de Candide, il y a un sous-titre. Vous regardez dans la page intérieure, et on sait que on nous dit que c'est un ouvrage, Candide ou l'optimisme, trouvé dans les poches du docteur, alors je ne sais plus par cœur, je ne sais plus, du docteur, bon, il faudrait que j'ai pas mon Candide sous les yeux, faudrait que je regarde. Du docteur Ralph, c'est ça, trouvé dans les poches du docteur Ralph, qui est mort à la bataille de Minden. Donc déjà, Dr Ralph et bataille de Minden, on a un contexte qui est vraiment prussien, qui est allemand. C'est une allusion directe à Leibniz. Et puis surtout, c'est une philosophie qui va se répandre au début du XVIIIe siècle. Déjà, elle se répand facilement parce que cet ouvrage, Les Essais de Théodicée, est écrit en français, qui est la langue la plus répandue en Europe. Pour vous donner un exemple, la France est la première puissance mondiale à l'époque, et puis on parle français à la cour d'Allemagne, on parle français à la cour de Russie, on parle français un peu partout. Je vous rappelle aussi que les devises de la couronne anglaise sont des devises qui sont en français. Donc, tout le monde ne lit pas, effectivement, mais le français est la langue la plus répandue à cette époque. Donc écrire en français, c'est essayer de diffuser son ouvrage à la majeure partie des lecteurs. Donc il écrit en français, donc c'est un ouvrage que connaîtra très bien Voltaire. Quand Voltaire s'attaquera à Leibniz, Leibniz sera déjà mort, mais ce que veut faire Voltaire, c'est s'attaquer à sa théorie optimiste. L'optimisme, comme je vous le disais, c'est un néologisme, un mot nouveau, qui va désigner sa pensée qui tente de résoudre le problème du mal.
Voilà. En fait, Leibniz, son ambition, c'est de trouver une explication au mal. Pourquoi le mal existe? Pourquoi on a l'impression que le mal existe sur Terre? C'est un gros problème parce que on est sur un problème théologique et philosophique. Euh, si Dieu est un Dieu aimant, pourquoi il tolère le mal? C'est une question qu'on entend depuis toujours. Et donc, lui, il a une théorie qui est intéressante, c'est que il va dire que on est dans le meilleur des mondes possibles. Vous voyez le nombre de fois où on lit ça dans Candide, et c'est là dans la bouche de Pangloss. Pangloss, qui signifie en grec pan, tout, et glossa, parole, celui qui n'est que parole, qui ne fait que parler. D'ailleurs, Pangloss ne fait que parler, il n'agit jamais. Et en plus, il parle, et il parle systématiquement en disant qu'on est dans le meilleur des mondes possibles, etc. Bref, c'est c'est à travers ce personnage, Voltaire le fait le porte-parole vraiment de la philosophie optimiste, et il n'aura de cesse de montrer à quel point il est ridicule. Donc à travers toutes les mésaventures et l'inadaptation de ce personnage, Voltaire, toute l'œuvre, se moquera de ce personnage et donc de la philosophie optimiste. Mais il ne le tue pas plusieurs fois, il frôle la mort, il ne le tue pas parce que jusqu'au bout, tout le long de l'œuvre, il veut qu'on ait vraiment le sentiment de l'insuffisance et de la bêtise de cette philosophie, hein, et c'est pour ça que bon, on le pend à moitié, on le brûle à moitié, il a la vérole, il est à moitié mort à plusieurs reprises, mais il survit malgré tout pour montrer que cette philosophie, ben, elle a la peau dure, et jusqu'au bout, Voltaire va la combattre et puis se moquer d'elle. Alors le point de vue de Leibniz, qui fera donc dans Candide, qui sera incarné dans Candide à travers Pangloss, voici son point de vue. Donc nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Okay, là, on retrouve vraiment ce que dit Pangloss. Le mal, donc tout ce qui arrive sur Terre, hein, tout ce qui est associé au mal, n'est qu'une apparence, car il s'inscrit dans la logique d'une harmonie préétablie, qui justifie tout, car le monde créé par Dieu est parfait. Alors, quand je vous explique un peu ça, c'est un peu complexe. Le mal, par exemple, c'est d'ailleurs un point d'actualité que va reprendre Voltaire dans Candide, le tremblement de terre de Lisbonne, au chapitre 6. On a plusieurs dizaines de milliers de personnes, innocentes, hein, qui meurent dans une catastrophe naturelle. Okay. Donc ça s'apparente à un grand malheur, le mal. Eh bien, Pangloss va nous dire on est dans le meilleur des mondes possibles. Donc Leibniz nous dit on est dans le meilleur des mondes possibles. Et ce qu'on considère comme quelque chose de catastrophique, comme un mal, en fait, est dans le cadre d'une harmonie préétablie par Dieu. Et tout ce que fait Dieu est parfait. Donc ce que nous, on considérerait comme un mal, en fait, c'est parce qu'on a une petite vision tronquée de petits humains. Et on ne se rend pas compte que cet apparent mal fait partie d'un dessein beaucoup plus grand que nous, on n'arrive pas à voir parce qu'on n'a pas le recul, qui a été décidé par Dieu. Donc en gros, tous les maux qui arrivent à l'humanité sont dans le schéma d'un dessein, d'un but préétabli par Dieu, beaucoup plus vaste, et ces maux servent un bien supérieur. Donc j'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose de mal, mais en fait c'est parce que moi j'ai une petite vision d'homme et j'ai pas le recul que peut avoir Dieu, et je pense que c'est du mal, mais en fait ce mal est nécessaire, ça n'est pas un mal, c'est une étape nécessaire pour un bien supérieur. Donc si on pense que le monde souffre, c'est juste qu'avec nos petits yeux d'humain, on n'est pas capable de percevoir la finalité qui est nécessairement plus grande et bonne, qui va justifier toute cette souffrance. C'est un peu le principe de oui, tu as l'impression de souffrir maintenant, mais regarde tous les avantages que tu vas en tirer après. Donc en fait, voilà ce qu'essaye de prouver Leibniz, c'est que tout ce qui arrive de mal dans notre monde, ça n'est pas du mal, nous n'en avons que l'impression, et en fait, c'est juste des étapes nécessaires au service d'un bien supérieur. Vous vous doutez bien à quel point cette pensée est un dogme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout le vérifier, c'est considéré comme une vérité incontestable, inattaquable, mais en aucun cas on ne peut la prouver. Et vous vous doutez bien que Voltaire, qui est un chantre, un partisan de la raison et de l'expérience, va s'attaquer à boulet rouge contre à cette pensée tout au long de Candide, en prenant soin de déconstruire en permanence cette philosophie qui prétend apporter la réponse à la question du mal. Et en permanence, Voltaire va montrer que le mal dans notre monde, il a une vision très pessimiste finalement, Voltaire.
il n'y a que quelques éléments qui vont trouver grâce à ses yeux que le mal est omniprésent et qu'il n'y a aucun bien supérieur qui ne viendrait justifier ce mal et que Pangloss ne raconte que des bêtises. Regardez ce qu'il nous dit dans le chapitre 1 qu'on va étudier juste après. Voilà, les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi nous portons des lunettes. Les cochons ont été faits pour être mangés, aussi bien nous mangeons du porc toute l'année, etc. Enfin, il raconte n'importe quoi. Il dit que le baron est le plus puissant des barons car son château a une porte et des fenêtres. Bah, dans ce cas-là, chez moi, j'ai une porte et des fenêtres. Donc je suis peut-être le plus puissant des barons, et vous aussi, je suppose. Donc en fait, Voltaire va montrer que cette philosophie essaye de prouver tout et n'importe quoi, et qu'elle est complètement absurde. Voilà pour la philosophie optimiste. Ensuite, on se rend compte que dans Candide, on a quand même Voltaire qui a 65 ans. Je vous le disais dans la vidéo précédente, c'est un homme extrêmement célèbre, un esprit des plus brillants de son temps. Il est extrêmement riche, il a commerce. Il échange avec les esprits les plus brillants et les plus puissants, non seulement politiquement, mais aussi scientifiquement, littérairement. Enfin, c'est quelqu'un qui a un rayonnement exceptionnel dans son siècle. Et pourquoi un homme comme ça, à 65 ans, s'amuse à écrire un petit conte? Voilà, Candide, qui a l'air de rien, a priori. Bon, on a déjà une petite, un petit indice, c'est pour s'attaquer à la philosophie optimiste, mais pas que. On va voir que Candide, ce sera une formidable machine à déconstruire à travers l'ironie. Bon, et du coup, comme il maîtrise parfaitement l'écriture, hein, il va s'amuser à mélanger un peu toutes les influences littéraires qui sont à la mode au XVIIIe siècle pour plaire à son lecteur. Donc bien entendu, dans Candide, on va retrouver des éléments du conte, on avait déjà travaillé dessus. Hein. Il y a beaucoup d'éléments de romans libertins, vous savez, ces petits éléments qui sont de l'ordre du grivois, du paillard, de très nombreuses allusions sexuelles. Pensez à Cunégonde, pensez dès le chapitre 1, pensez à Paquette qui reçoit des leçons de physique expérimentale de la part de Pangloss dans un buisson, Cunégonde qui assiste à ça, Candide et Cunégonde qui se retrouvent et qui égarent leurs mains derrière un paravent avant que Candide qu'il soit découvert et que Candide se fasse chasser à grands coups de pied dans le derrière du château. Pensez à Paquette qui sera prostituée, pensez à la vieille, bon bref. Il y a énormément d'allusions sexuelles aux deux femmes qui sont poursuivies dans la nature par deux singes qui en fait sont des jeunes hommes. Et bon bref, on a énormément d'allusions sexuelles, donc on a une parodie, on a un jeu sur le roman libertin. Ensuite, et c'est peut-être la caractéristique essentielle, on aime encore voir ça, notamment au cinéma ou dans vos lectures, le roman d'apprentissage. Le film d'apprentissage, c'est simple, on prend un jeune héros au début du roman ou du film qui connaît rien de la vie, et qui va être jeté dans la vie, qui va être confronté par des aventures à tous les grands événements d'existence, l'amour, la haine, la mort, l'amitié, bref. Et au fur et à mesure, il va se avancer dans sa vie, devenir plus adulte, se forger une conception, un point de vue. Et nous, tout au long de ces étapes, on va suivre, voire s'identifier à ce héros qui va traverser tous les obstacles et les épreuves et mûrir et en tirer des leçons de vie. Et nous, du coup, qui le suivons tout au long, on va suivre ces étapes et les intégrer en même temps que lui, et peut-être que si on s'identifie, on va les faire nôtres. Bien entendu, le récit de voyage, regardez le nombre de lieux qui sont abordés dans Candide. On voyage de l'Ancien Monde, on fait tout l'Ancien Monde, et la première moitié du roman, ce sera la fuite jusqu'au Nouveau Monde. Et puis l'Eldorado qui sera la partie centrale, et à partir de l'Eldorado, on revient du Nouveau Monde, qui n'est pas mieux que l'Ancien, visiblement, et on retourne dans l'Ancien Monde jusqu'à aller dans la Propontide, ce qui est sur une partie de la Turquie. Donc on a le récit de voyage, bon, comme à l'époque, Robinson Crusoe ou les voyages de Gulliver. On a l'épopée, on a de nombreux récits de combats, d'actions guerrières héroïques, où on va avoir la démesure, l'hyperbole. On a bien entendu l'utopie avec l'Eldorado, le passage de l'Eldorado, cet épisode central, ou alors l'épisode final de la métairie. En fait, quand on en parlera, vous verrez que dans Candide, il y a 5 utopies. Il y en a une qui est très évidente, c'est l'Eldorado. Celle finale l'est un peu moins, et puis il y en a 3 autres qu'on passe plus rapidement, mais on le verra. Et bien sûr, tout ça sous fond d'orientalisme, c'est la mode au XVIIIe siècle. Pensez à l'architecture, pensez
au mobilier, à la décoration, l'orientalisme, la mode est à l'Orient. Donc forcément, il y aura de nombreuses références à l'Orient. Et tiens, comme par hasard, Candide s'achève en Propontide, c'est-à-dire en Turquie, en Orient. Le titre, alors, c'est Candide ou l'optimisme, et puis je vous dis, trouvé dans les poches du docteur Ralph, mort à la bataille de Minden. Alors là, c'est intéressant, pourquoi, outre le docteur Ralph, bataille de Minden, ben ça met la Prusse et ça fait une allusion directe à, à Leibniz, mais aussi pour dire que, ben voilà, ce type est mort. Voltaire ne réclame pas la paternité de Candide, il le fait paraître de façon anonyme. Bon, personne ne se trompe, tout le monde reconnaît la plume de Candide dans cet ouvrage, mais il refuse la paternité, tout simplement ben, pour éviter d'être inquiété par la censure, parce qu'il tire à boulet rouge sur l'Église, sur le pouvoir, sur... Bref, il est très offensif dans cet ouvrage, et donc il n'en assume pas la paternité pour des raisons tout simplement de commodité, ne pas être inquiété. Vous connaissez le personnage, vous avez vu le nombre de fois où il a été exilé, où il a été emprisonné, il a suffisamment d'ennemis pour désirer s'en faire davantage ouvertement. Alors, le titre Candide, par son étymologie, Candide, ça a deux significations, il faut revenir au latin. Alors, c'est tout simple. Candide en latin, ça peut signifier blanc ou pur. Et ça renvoie directement, vous savez qu'on est dans un conte, le conte appartient à l'apologue, on a dit que les personnages étaient conceptuels, donc Candide, effectivement, il va représenter l'innocence, la naïveté. Voilà, c'est un héros qui est d'une naïveté, mais exceptionnelle au début du conte, et puis tout au long des événements qui vont lui arriver au fur et à mesure, il va l'être de moins en moins. Toute la première moitié, il est très très naïf, et puis il le sera de moins en moins, notamment au sortir de l'Eldorado, comme quoi l'utopie va être utile, et on verra comment. Et puis il va se forger un point de vue critique, et à la fin, c'est lui qui aura les derniers mots et qui donnera une leçon de sagesse. Donc on voit vraiment l'évolution du personnage. Et puis ça renvoie aussi à Candida, et c'est dans la Rome antique, c'est le jeune homme qui revêtait la toche blanche pour rentrer dans la vie civile, il devenait citoyen, et il allait devenir un homme. Eh bien, c'est ce qu'on a dans ce conte, on a un héros qui quitte l'enfance, et qui va être, alors bien entendu, Voltaire le fait de façon très ironique, il va pas rentrer normalement dans la vie d'adulte, il va être mis dans la vie d'adulte de force, à grands coups de pied dans le derrière, viré par le baron de Thunder Tronk. Mais enfin, on va avoir tout ce périple qui va lui permettre de devenir un homme accompli. On a le ou. Le ou, il est ambigu. Soit ça veut dire Candide, c'est la même chose que l'optimisme. Candide ou bien l'optimiste, c'est la même chose. Soit ça veut dire que Candide est totalement différent de l'optimisme. Alors, il faudra voir plutôt dans la nuance. Candide, c'est la même chose que l'optimisme dans toute une partie de l'œuvre, dans toute la première moitié. Et puis, il va s'en distancier de plus en plus jusqu'à la fin de l'œuvre à affirmer un point de vue totalement différent de l'optimisme. Et c'est bien entendu un point de vue qui sera celui de Voltaire. Et l'optimisme, bon, on connaît, hein, ça désigne la philosophie de Leibniz, qui est représentée par Pangloss dans le conte, et qui cherche à apporter une réponse à la question du mal. Voilà pour nous préparer à la lecture de Candide. Alors, je vous donne deux évaluations. Si vous voulez faire, on va faire le QCM ensemble, et puis il y en a une qui est un peu plus développée. Si vous voulez essayer de la traiter, il n'y a aucun souci. On va y répondre au fur et à mesure. Alors là, vous avez l'initial, je ne vais pas le retoucher. J'ai fait un copier-coller pour qu'on fasse la correction ensemble. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire cette évaluation. Vous coupez, vous la faites, et après, je vous reprends et on fait le corriger ensemble. Allez, je coupe, je vous reprends dans 5 secondes. Très bien. Alors, de qui Candide serait-il le fils naturel? On l'a dès le chapitre 1, hein, on sait qu'il est le fils de la sœur du baron et d'un bon et honnête gentilhomme qu'elle a jamais voulu épouser parce qu'il il n'avait prouvé que 71 quartiers, on l'avait vu ensemble. Donc elle décide de faire de son fils un bâtard par pur orgueil. Et là, on va critiquer la noblesse. Au chapitre 1, Pangloss donne, on en parlait tout à l'heure, une leçon de physique expérimentale. On pourrait mettre des guillemets, hein, comprenez l'ironie de cette expression, cette périphrase. À une femme de chambre, quel est son nom? Et c'est Paquette, la femme de chambre qui reçoit une leçon de physique expérimentale. Soit dit en passant, il faudra qu'on s'intéresse au statut de la femme au 18e. Hein. Regardez la vision, quelle que soit la tranche
de population, la classe sociale à laquelle elle appartienne, que ce soit à la noblesse, que ce soit au peuple, que ce soit la fille d'un pape et d'une reine, à chaque fois, elle est vouée uniquement à satisfaire le désir masculin. Le statut de la femme est vraiment pas enviable d'après ce que décrit Voltaire au XVIIIe. Alors, que Pactette va-t-elle donner, on le saura un peu plus tard, va-t-elle donner en échange à Pangloss? C'est Pangloss qui va nous raconter. Ben, elle ne va pas lui donner une leçon de piano ni 20 coups de pied, elle va lui transmettre la vérole. Comprenez que Pactette est déjà une femme qui a une vie sexuelle, qui a une vie sexuelle déjà, et puis ensuite on verra qu'elle est prostituée, mais ça ce sera pour survivre après. Bon, les femmes du peuple, elles n'ont pas grand-chose que leur corps, pour certaines, pour survivre. Vous voyez le statut de la femme qui est vraiment peu enviable. Par quelle expression Voltaire qualifie-t-il la guerre au chapitre 3? C'est une expression vraiment connue pour désigner la guerre. C'est la boucherie héroïque. Donc c'est un oxymore, hein. En quoi la boucherie peut être héroïque? Ça voudrait dire que les héros sont des bouchers pour Voltaire, tout simplement. C'est juste des hommes qui ont tué plus que les autres. Et c'est aussi un moyen de enlever l'héroïsme de la guerre en disant que ça n'est qu'une boucherie. Voilà, donc Voltaire qui a une aversion profonde pour la guerre et les héros. La guerre, c'est juste une boucherie à ses yeux, et les héros ne sont que des bouchers qui ont massacré plus que les autres. Quel est le nom de l'anabaptiste? Alors l'anabaptiste, c'est le seul personnage purement, on aurait bien Cacambo aussi, mais qui trouve totalement grâce aux yeux de Voltaire, qui représente le bien incarné, qui incarne le bon samaritain, on en avait parlé, hein, celui qui sauve et qui demande rien en retour. Il est totalement vertueux. Mais bon, Voltaire va le faire mourir rapidement, et comble de l'ironie, il va mourir en essayant de sauver quelqu'un. Voltaire semble nous dire que le bien existe dans ce monde, les gens véritablement existent, mais que malheureusement ils sont rares, et puis que le bien dans ce monde a la vie courte. Et comble de l'ironie aussi, il utilise pour un personnage aussi vertueux, il en fait un anabaptiste, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas baptisé, bref, un protestant. Donc dans une France catholique, ça grince des dents de voir que l'homme purement vertueux est protestant. Bon, c'est encore un moyen de se moquer de la religion. Et il s'appelle Jacques, l'anabaptiste. Un nom d'apôtre, hein. De ces continents, lequel Candide ne vise-t-il pas? Alors ça, c'est une question qui est un peu piège. Bon, on est d'accord, hein, l'Europe, il n'y a pas de souci, il y est, l'Amérique, il y va, donc on hésite entre l'Afrique et l'Asie. Eh bien, la Propontide, c'est en Asie. Donc regardez, enfin, moi j'ai une petite difficulté, soit c'est l'Orient et l'Asie mineure, soit c'est l'Afrique. On aurait tendance à dire qu'il ne va pas en Afrique à proprement parler. Ok. Ensuite, qui est Don Issachar? Alors, Don Issachar, c'est quand ils sont au Portugal. Est-ce que c'est un grand seigneur portugais? Est-ce que c'est un anabaptiste français? Pas du tout. C'est un Israélite, c'est le banquier de la cour au Portugal. Et c'est avec lui que le grand inquisiteur va partager Cunégonde. Vous voyez comme déjà le grand inquisiteur, qui devrait être un modèle de vertu appartenant au haut clergé, ne devrait pas avoir de relations sexuelles, mais en plus il partage cette Cunégonde, cette femme qu'il prostitue, hein, sa maîtresse, avec un banquier juif. Donc on a vraiment cet accueil. Alors, bien entendu, la caricature du banquier juif, et puis le grand inquisiteur, celui qui est le garant de l'inquisition, qui commet le péché de chair en partageant une femme avec un juif. Vous voyez l'attaque violente. Quel est le nom du valet de Candide? C'est Cacambo. Cacambo, franchement, c'est vraiment l'archétype du valet de comédie. Débrouillard, qui s'en sort dans toutes les situations et qui sauve la mise à son maître plus d'une fois, qui s'avérera être un véritable ami, parce que quand il part avec quelques boutons remplis de cailloux et de pierreries et de pierreries d'Eldorado, eh bien Pangloss lui dit mais jamais, et Martin lui dit jamais vous le reverrez. Il est parti, alors les moutons, c'est donc les lamas, hein, les moutons d'Amérique du Sud, et il est parti donc avec des sacs et des sacs d'or et de diamants. Et bien si Cacambo revient, c'est un véritable ami. Donc le révérend père commandant que rencontrent Candide et Cacambo au Paraguay, quand ils arrivent au Paraguay, ils arrivent dans une communauté de jésuites, et elle est dirigée par
Et on le retrouve, on le croyait mort, le fils de Monsieur le Baron, le frère de Cunégonde. Et à ce moment-là, Candide va demander la main de Cunégonde à son frère, au fils du baron, donc qui est devenu le baron. Et son frère, qui les avait accueillis avec beaucoup de courtoisie, va se vexer exactement parce que c'est un bâtard qui demande la main de son frère et ils se battront en duel. Et Candide va tuer le frère de Cunégonde. Quoi qu'il arrive, on apprend quand ils s'entretiennent qu'il a été nommé commandant de cette petite communauté jésuite au Paraguay. Pourquoi il a été nommé commandant? Tout simplement parce que le révérend père était sensible au charme du jeune baron. Donc en gros, on est en train de dire que l'Église accorde des privilèges par homosexualité. Vous voyez, hein, comme Voltaire tape très très fort sur l'Église et la sexualité du clergé. Et puis donc, une fois qu'ils ont tué le frère de Cunégonde, ben, il ne faut pas être découvert. Donc, il se grime en jésuite et il se sauve dans la jungle jusqu'à se perdre complètement. Et à un moment, ils aperçoivent deux singes qui poursuivent des filles en leur mordant les fesses. Donc, un spectacle qui est ridicule et peut-être dangereux. Alors, est-ce que c'est des gorilles dangereux? Est-ce que c'est des gorilles dans la brume? Ça, c'est un mauvais jeu de mots, allusion à un film. Ou tout simplement, ce sont les amants de ces jeunes demoiselles. Alors, ça ne veut pas dire que ces femmes couchent avec des singes, mais tout simplement, ce sont des hommes pardon, à l'état naturel. Et donc, là, on va tomber dans l'utopie du bon sauvage, mais on en reparlera plus tard. C'est juste des jeunes filles nues qui sont poursuivies par des hommes nus. On a voilà, une scène d'accouplement ou de cours à l'aide de l'homme à l'état de nature. Ils arrivent en Eldorado, Candide souhaite voir des prêtres et on lui dit que cela est possible car il y a précisément deux prêtres qui célèbrent une messe. Non. Que cela est impossible car tous les habitants d'Eldorado sont des prêtres. Oui. Et tout simplement pour dire que, et ça c'est une autre thèse, c'est une des opinions fortes de Voltaire, il est déiste. Il croit en une force créatrice, il croit qu'il n'y a pas un lieu particulier pour l'adorer. Il croit que toutes les religions finalement croient au même Dieu et que la seule chose qu'on peut faire c'est remercier ce Dieu, rien lui demander, juste être reconnaissant pour ce qu'il a donné. Il est déiste, donc il croit à une force agissante. Ensuite, la religion des habitants de l'Eldorado est forcément le déisme. Ils remercient Dieu chaque jour pour ce qu'il leur a donné. Ils n'ont pas de religion particulière, chacun remercie. De sa visite à Eldorado, qu'est-ce qui cause le plus grand plaisir à Candide? Ce ne sera pas les richesses, ce ne sera pas l'absence de prison, ce sera le palais des sciences. On va montrer que dans le monde idéal, la science est extrêmement présente. Bien sûr, ce sont les lumières, donc le savoir doit être archi présent. La connaissance est dans le monde idéal et elle est accessible à tous. La conception du monde de Martin et de Candide sont: Martin, c'est l'optimiste, Candide, c'est Martin, c'est le pessimiste, Candide, c'est l'optimiste. Donc, au début, en tout cas, leurs conceptions sont diamétralement opposées. Ça évoluera parce que Candide évoluera, mais au départ, leurs conceptions sont diamétralement opposées. Le baron est le seul personnage vespalien à ne pas évoluer, prisonnier de ses préjugés immobilières. Il est donc décidé, vous savez qu'à la fin de l'œuvre, on retrouve le frère de Cunégonde. On croyait l'avoir tué, mais finalement, on l'a pas tué, il a survécu. Et donc, tout le monde se retrouve dans la petite communauté, et lui, finalement, non. Pourquoi? Parce que jusqu'au bout, il va rester prisonnier de cette idée que les nobles sont supérieurs aux autres et qu'il ne doit pas être traité de la même façon que ses congénères. Donc on va le laisser de côté, c'est un moyen pour Voltaire de dire aux nobles, vous voyez cette idée qui est révolutionnaire pour le coup, c'est si vous évoluez pas, on vous laissera sur le côté, vous ne ferez pas partie de la communauté finale, vous ne ferez pas partie de l'avenir donc. Et donc on ne le tue pas, mais on le remet aux galères et on le renvoie en Westphalie. Voilà. Dans quel espace Candide installe-t-il une petite société? Il espace sa petite société dans une métairie. Une métairie, c'est une petite propriété agricole. C'est pas une ferme, c'est plus grand que ça. C'est un domaine agricole.
Ça va être intéressant, ça, il faudra qu'on y revienne. Au dernier chapitre, Candide, Pangloss et Martin vont consulter deux personnages qui vont annoncer les enseignements finaux, la morale de ce conte. Et ces deux personnages, c'est un derviche et un vieillard turc, un bon vieillard turc. Le derviche, ça va représenter le clergé, mais le clergé, alors c'est intéressant, Voltaire fait encore un pied de nez au catholicisme, hein. C'est quelqu'un qui appartient au clergé musulman. Donc on va prendre une leçon de sagesse d'un prêtre musulman, voilà, pour montrer que les religions se valent toutes, hein, qu'il n'y a pas de... Et ensuite, on va prendre une leçon de sagesse finale d'un bon vieillard turc, encore une fois, le turc, un musulman, celui que, voilà, pour montrer que la sagesse n'a pas de frontières et qu'il faut s'inspirer de la sagesse d'où qu'elle vienne. Et c'est un appel, je vous rappelle, au cosmopolitisme. Ça, c'est dans le cours que vous devez noter. Le cosmopolitisme, c'est ce que dit, c'est l'ambition qu'a Voltaire, c'est qu'on a l'impression cosmos qui veut dire monde, on a l'impression d'être citoyen du monde avant d'appartenir à une patrie. Donc cette idée que nous sommes tous frères, que nous sommes tous citoyens du monde, c'est une idée qui est vraiment porteuse et de tolérance. Pour finir, relié par une flèche indiquant pour chaque personnage comment il se met à exercer ses talents. En fait, dans la petite communauté finale, tout le monde se met à travailler. Et Voltaire nous montre que le travail permet à chacun de développer des talents, de s'épanouir, et va permettre à toute la communauté d'en profiter davantage et de s'épanouir davantage. Donc ça, c'est une des grandes leçons de Voltaire, c'est que le travail choisi par chacun, où chacun s'épanouit, le travail où on développe nos talents, pas un travail forcé, pas un travail imposé, mais le travail, une activité qui nous plaît, pardon, ça va toujours permettre, on l'avait déjà vu dans l'utopie, dans l'extrait de l'abbaye de Thélème, ça va toujours permettre de s'épanouir déjà personnellement et ça va permettre aussi d'aider au bien commun. Alors Paquette, et puis on verra une certaine ironie, hein. Paquette qui a été toujours traité comme quelqu'un qui avait peu de valeur, qui a été prostituée, qui a été vraiment méprisée, eh ben, elle va broder. Et broder, c'est pas juste coudre. À l'époque, c'est un art, et c'est un art qui se vend très cher. Donc, elle va produire de la valeur. Cette fois-ci, elle n'est plus celle qui est consommée et qu'on traite comme une moins que rien. Elle va produire de la valeur. Frère Giroflée, qui est voilà, un moine défroqué, qui était un proxénète, qui était un criminel, etc. Eh bien, il va se mettre à travailler lui aussi, il va devenir un très bon artisan, un très bon menuisier. Bref, celui qui a jamais rien fait de ses mains, il va se mettre à travailler de ses mains et ça va ça va lui permettre de s'épanouir et de profiter à la communauté. Cunégonde va devenir une excellente pâtissière, celle qui a été consommée par les hommes toute sa vie, est devenue à la vérité bien laide. Je cite Voltaire, hein, l'ironie, donc il nous dit il faut pas, la beauté c'est pas le secret du bonheur. Et par contre, maintenant, elle va produire de très bons gâteaux et c'est elle qui va nourrir la communauté. Je vous rappelle qu'on est dans une idée de luxe parce que la pâtisserie, c'est quand on a largement de quoi manger, c'est en supplément. Et la vieille qui a été salie toute sa vie, c'est elle qui va nettoyer, qui va prendre soin du linge, qui va purifier en un sens assez symbolique. Et Martin et Pangloss, il y avait voilà, je les ai mis, mais c'était un petit piège. J'ai pas mis leurs activités. Pangloss, il va faire que parler comme d'habitude, et Martin va travailler comme les autres. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. La prochaine, c'est l'analyse du chapitre 1 de Candide. Au revoir.